Le lundi matin, mes 3 fidèles amis de la Casbah font le trajet avec moi. Ils me seront d'un grand secours car elles connaissent la ville mieux que personne. El Biar est éloigné du centre et je n'ai pas l'intention de passer la matinée à chercher la demeure de Soletti. Arrivés à El Biar, nous trouvons facilement l'endroit. Les Soletti habitent dans une rue calme et peu fréquentée. Il n'y a aucun immeuble dans le quartier, seulement des maisons individuelles. La demeure semble très grande. On la devine grande car du portail, nous n'en voyons qu'une partie, le reste étant caché par l'allée de pins et les arbres plantés çà et là dans le jardin. Une chose est certaine en tout cas, les propriétaires ne sont pas dans le besoin. J'actionne la cloche et un homme vient à notre rencontre. Il doit être originaire du sud du pays car il a la peau toute noire. On dit que seuls les gens du sud ont cette couleur. Il nous dévisage des pieds à la tête et sa méfiance augmente à mesure qu'il nous regarde. Je lui demande poliment de remettre le bouquet de fleurs à la fille de M. Soletti. Ces simples paroles ont pour effet de le mettre dans tous ses états. Partez, me répondit-il sèchement. Allez, dégagez. Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez pas honte de venir importuner les familles honnêtes? Allez, partez d'ici. On ne veut pas voir les voyous de votre espèce rôder dans le quartier. Il se trompe sur notre compte et je veux le lui faire savoir. Mais impossible de lui faire entendre raison. Plus je tente de le convaincre de nos bonnes intentions, plus son exaspération s'amplifie. Je dois insister pour qu'il veuille bien prendre les fleurs, espérant se débarrasser de nous, et les accepte en nous ordonnant de ne plus remettre les pieds dans cette maison. Auquel cas, nous nous exposerons aux pires ennuis. Aussi, il entre dans une rage folle lorsque le lendemain matin, il me voit de nouveau avec Rodouane. Je crois qu'il ne pouvait nous écriper. Il le ferait sans vergogne et sans l'ombre d'une hésitation. Nous essayons calmement d'éteindre ses ardeurs belliqueuses, mais rien n'y fait. Dès notre rencontre, il a décrété que nous étions de misérables voyous et n'a pas l'intention de dévier d'un pouce de son jugement. Cette fois, les insultes pleuvent, sans interruption. Afin d'éviter tout incident regrettable, je mets fin à notre visite en déposant les fleurs devant le portail. Au fond de moi, je suis furieux de me laisser insulter ainsi. Je ne comprends pas quel besoin a cet homme de se montrer aussi détestable envers nous. Il fait certes son travail de gardien, mais cela ne lui donne pas le droit d'insulter les gens. Son attitude est inadmissible. Il se comporte comme un colon qui ne veut jamais entendre ce qu'un arabe lui dit. Bien entendu, je reviens le lendemain avec Rodouane. Cette fois, mon compagnon n'est pas du tout rassuré. La voiture noire qui stationne un peu plus loin est à l'origine de son inquiétude. Il me dit que nous aurions mieux fait de faire livrer les fleurs par quelqu'un d'autre. Je tire sur la cloche et le gardien apparaît. Il sourit en marchant paisiblement. Je ne trouve pas d'explication à ce changement, mais ce comportement est le bienvenu. Je n'ai aucune envie d'entendre une nouvelle fois ces insultes. Mais une fois de plus, il est écrit que je n'ai rien compris. De la voiture noire surgissent 3 policiers qui se ruent sur nous avec la ferme intention de ne pas nous ménager. Rodouane a à peine le temps de me dire « Notre compte est bon, le chien nous a vendus au chacal », que déjà nous sommes assis dans la voiture, les menottes aux poignets. Nous quittons les lieux sous le sourire du gardien. Au commissariat, on nous fouille méticuleusement, puis on vide nos poches. Ensuite, on nous fait descendre au sous-sol. Là, on nous enlève les menottes et on nous pousse sans ménagement dans une cellule. La porte se referme derrière nous et on entend le bruit grinçant de la serrure. Nous voilà bel et bien enfermés. Nous sommes des prisonniers. La cellule est sombre, humide et particulièrement sale.
Elle est minuscule et sans ouverture sur l'extérieur. Avec 2 autres détenus, dont un clochard, nous ferons partie de l'arrivage du matin. Le clochard dort à moitié. En réalité, je ne sais pas ce qu'il fait. Il est dans une position bizarre, et c'est à se demander s'il a remarqué notre présence. Le second détenu est un jeune Européen. À mon avis, il doit être collectionneur parce qu'il a une quantité impressionnante de tatouages sur les bras. Malgré cela, il sympathise immédiatement avec nous. Redouane est plutôt anxieux. Il me répète plusieurs fois que nous allons nous faire massacrer. Tu vas voir, me dit-il. Ils sont persuadés que tu voulais acheter la fille. Ils vont nous mettre minables. Tu te fais des idées. Ils nous relâcheront dès qu'on leur aura expliqué ce que nous étions venus faire. Ce n'est pas du tout interdit de livrer des fleurs. Tu te crois peut-être en présence du garde champêtre de ton doigt. On voit bien que tu ne connais pas la police d'Alger. Je te répète qu'elle est sans pitié. Ils vont nous pourrir, je te le dis. Ils vont nous accuser d'avoir importuné une famille européenne, et cela la justice ne le tolère pas. Que les Arabes s'entretuent, ils s'en moquent. Mais qu'ils manquent de respect à des Européens, ils ne pardonnent pas. Ils vont nous mettre minables. Tu te tracasses inutilement, Redouane. Nous n'avons rien fait de mal. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais vu cette famille. Justement, c'est ce qui m'inquiète. Et toi, maintenant, demande-t-il au jeune Européen, pourquoi t'ont-ils arrêté? La communication avec cet homme semble compromise. Il ne parle pas l'arabe et ne connaît pas. Il ne connaît que quelques bribes de français. Il nous répond dans une langue qui, selon moi, ne doit pas être très répandue. Peut-être qu'en France existent des tribus comparables à nos Kabyles. Mais nous sommes persévérants. Au bout d'une heure de discussion qui allie l'art des gestes, des mimes et des mots répétés une dizaine de fois chacun, nous parvenons à comprendre à peu près qui il est et ce qu'il fait ici. Il s'appelle quelque chose comme Helmut et est allemand. L'Allemagne est ce puissant pays qui a envahi la France. Helmut travaille dans un navire transportant des marchandises venant du Liban. Le matin, il s'est fait arrêter alors qu'il fumait du hashish dans un restaurant d'El Biar. C'est une vieille habitude qu'il a prise depuis son premier séjour au Liban. Il n'a jamais rencontré de problème auparavant, il ne sait pas ce qui lui arrive. Le hashish est en vente libre partout, sauf à Alger, nous confie-t-il. Et pour lui, la consommation de hashish est comparable à celle de l'alcool. La justice n'a rien à lui reprocher. Quand les policiers l'ont arrêté, il n'avait aucun papier sur lui. Il attend patiemment que l'on l'identifie et que l'on vérifie son identité et qu'on le relâche. Pour un homme qui risque quelques années de prison, il est plutôt serein. Le débat concernant le sort qui nous est réservé reprend de plus belle entre Redouane et moi. Mais nous n'allons pas tarder à savoir qui de nous deux a raison. 2 policiers viennent me sortir de la cellule, ils me passent les menottes et me poussent dans une salle au fond du sous-sol. Là, ils me font asseoir sur une chaise au milieu de la salle. L'interrogatoire peut commencer. Tu vas être gentil, Mohamed. Tu vas répondre sagement à toutes nos questions et il n'y aura pas de problème. Je ne m'appelle pas Mohamed. Mon nom est Youssef. Je dois admettre que je ne suis pas particulièrement au fait des conventions en vigueur dans ce lieu. En les voyant grimacer et agiter nerveusement leurs bâtons, je constate amèrement que j'ai dû faire du zèle. Écoute et retiens une fois pour toutes ce que l'on va te dire. Un arabe s'appelle toujours Mohamed. Et tu sais pourquoi? Non, j'aurais juré avoir bien compris la question. La gifle magistrale que je reçois me prouve que quelque chose m'a malheureusement échappé. On dit non, monsieur le policier. Tu n'es pas avec les chameaux ici. Allez, répète. Non, monsieur le policier, c'est mieux. Pourquoi donc les Arabes s'appellent Mohamed? Je ne sais pas, monsieur le policier, parce que vous êtes de la race des ânes.
Et est-ce qu'on différencie les ânes en leur attribuant un nom? Non, monsieur le policier, c'est parfait. Tu admets que vous êtes tous pareils, menteurs, vicieux et voleurs. Tu es bien placé pour le savoir, n'est-ce pas, Mohamed? Oui, monsieur le policier. Cette fois, je ne me suis pas laissé devancer. Je crois que je tiens le bon bout. Qu'allais-tu faire chaque matin chez monsieur Soletti? J'allais livrer des fleurs, c'est tout. Je vous jure que c'est vrai, monsieur le policier. À qui étaient destinées ces fleurs? À la fille de la maison. Et pour quelle raison portais-tu des fleurs à une fille française de bonne famille? On m'a demandé de le faire et je l'ai fait. Il paraît que c'est une coutume chez les Français avant le mariage. Qui est-ce qui t'a demandé de livrer les fleurs? C'est mon oncle. Vous vouliez faire comme les Français et ton oncle t'a conseillé d'offrir les fleurs, c'est cela? Oui, monsieur le policier, c'est tout à fait cela. Et dis-moi une chose, tu connais la fille? Non, monsieur le policier. À en juger par la cascade de gifles que je reçois, je viens de perdre le bon bout de la coopération. N'avais-je pas raison en disant que vous étiez tous des vicieux? Tu croyais peut-être qu'une Française s'achète comme une vache? Vous n'y êtes pas, monsieur le policier. Les policiers estiment utile de terminer eux-mêmes l'explication que je pensais pouvoir être le seul à leur fournir. Je ne croyais pas que mon explication si longue, car je ne compte plus les coups de poing ni les coups de bâton que je reçois. Lorsqu'ils ont terminé, je me trouve par terre, heureux de savoir que le sol n'est pas plus bas. Je saigne du nez et j'ai de la peine à respirer. Je fais tout de même l'effort de regagner ma place. Tu n'as pas encore compris qu'on n'aime pas perdre de temps avec un melon? Si tu veux jouer les durs, on te fera avaler tes chaussures. On en a fait marcher à quatre pattes de plus coriaces que toi. Ça ne sert à rien de jouer la tête brûlée avec nous, parce que tu finiras par tout nous raconter, même ce qu'on ne veut pas savoir. Dis-nous simplement, j'ai mis mon costume et j'ai offert des fleurs à une Française parce que je voulais l'acheter. C'est pas compliqué. Ensuite, on te laisse tranquille. Tu es jeune, c'est normal de vouloir se marier à ton âge. Je vous jure, monsieur le policier, que je ne veux pas me marier avec cette fille. Je vous répète que je ne la connais pas et je ne l'ai jamais vue. Alors c'est pour ton oncle. Il veut se marier et pour changer, il veut goûter une Française. C'est ça, n'est-ce pas? Non, monsieur le policier, ce n'est pas pour lui, c'est pour son ami. Très bien, Mohamed, tu as compris qu'il ne fallait rien nous cacher. Alors, qui est cet ami? C'est monsieur Marcel. Il possède une grande ferme près du Douar. Et c'est lui qui vous a chargé d'apporter des fleurs? Non, monsieur le policier, c'est mon oncle qui désirait lui faire plaisir. Monsieur Marcel n'est pas au courant. Mes bonnes dispositions à collaborer à l'enquête me permettent d'être gratifié sous une forme inattendue. J'ai droit à un régime préférentiel et autrement plus consistant que le précédent. Le costume auquel je tenais tant n'a d'ailleurs pas résisté longtemps au traitement des policiers. Il est déchiré à divers endroits et a choisi de changer de couleur au profit du rouge foncé. En m'apercevant du temps qu'il faut pour regagner mon siège, j'émets de sérieux doutes quant à ma capacité à poursuivre cet entretien. À vrai dire, je suis de plus en plus inquiet sur mon sort. Tu veux nous faire croire que tu as fait 300 kilomètres pour venir offrir des fleurs à des gens que tu ne connais pas? Tu oses prétendre que ce Marcel a fait confiance à un arabe pour lui parler de cette fille? Tu veux nous faire croire que ce Marcel n'est pas capable de s'occuper de ses affaires personnelles? Je ne sais pas, monsieur le policier. Il n'y a rien à faire pour tenir droit sur mon siège. Je dois me plier sous le coup de bâton que je reçois dans le ventre. Dis-moi, Mohamed, lorsqu'un arabe veut se marier, il envoie un étranger faire les démarches à sa place? Non, monsieur le policier. Tu crois qu'un Français enverrait un arabe? Une gifle meurtrière me conseille de retarder ma réponse.
Non, monsieur le policier. Non quoi, Mohamed? Non, monsieur le policier, un Français n'enverrait pas un Arabe à sa place. Les policiers tournent autour de moi comme des rapaces, flairant la chair décomposée d'un cadavre. Je reconnais enfin que ton histoire ne tient pas debout. Je vous jure, monsieur le policier, que je vous ai dit la vérité. Pourquoi voulez-vous que je vous raconte des mensonges? Je vous le dis la vérité parce que je veux sortir d'ici. Lorsque les policiers décident unilatéralement que l'entretien est clos, je ne suis plus en état de ramper. Ils me traînent par les pieds jusqu'à la cellule. Ils m'échangent contre Rodouane pour une séance dont je suis persuadé qu'elle sera à une gifle près identique. En sachant ce qui l'attend, j'éprouve une grande compassion pour mon ami. L'expérience récente me dit qu'il va souffrir. L'Allemand m'adosse contre le mur. Chaque partie de mon corps me fait atrocement mal. L'Allemand est aux petits soins avec ma personne. Je l'entends jurer dans sa langue maternelle. Même si je ne comprends rien à ce qu'il raconte, j'apprécie sa solidarité. Le clochard m'observe attentivement. Il semble révolté par le spectacle. J'entends sa voix lointaine qui me dit « Il est foutu ». Si j'avais été en état de parler, je l'aurais remercié d'avoir eu cette bonne pensée, puis je l'aurais rassuré en disant que ma vie n'est plus en danger. Je dois me raviser en entendant la suite. Le clochard ne parle pas de moi, car il ajoute un si joli costume. Je lui réponds péniblement que le costume n'a pas été le seul à faire les frais de la séance. Le clochard réfléchit encore, tout en fixant le costume, et me répond « Pense à moi avant de le jeter ». La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.